Et coucou les petits scientifiques, alors dans cette vidéo on fait le point, on fait des révisions sur le thème la Terre, un astre singulier, sur la partie physique, la Terre dans l'univers, c'est parti. Alors au programme de ces révisions il y a principalement deux choses à connaître. La première concerne le mouvement de la Terre. Vous devrez savoir énoncer les caractéristiques du mouvement de la Terre et puis avoir des notions sur l'histoire de la conception héliocentrique et géocentrique, source de célèbres controverses scientifiques. Et puis ensuite, dans les savoir-faire, de justifier à partir de documents scientifiques le fait que ce soit la conception héliocentrique qui soit communément acceptée. La seconde partie concerne le mouvement de la Lune. Là encore, vous devez savoir énoncer les caractéristiques du mouvement de la Lune autour de la Terre, ce qui justifie notamment ce qu'on appelle les phases de la Lune, et puis énoncer le mouvement de rotation propre de la Lune sur elle-même. Ensuite, vous devez, à partir de schémas, pouvoir expliquer l'aspect de la Lune, et notamment des phases, de par la position entre la Lune, la Terre et le Soleil. Allez, commençons par les caractéristiques du mouvement de la Terre dans l'univers. On le sait aujourd'hui, le Soleil est au centre de notre système solaire, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne elle-même autour de la Terre. Donc la première caractéristique, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Avant d'aller plus loin, juste une petite remarque de syntaxe. Lorsqu'on parle du nom des astres, eh bien, comme votre prénom, on met une majuscule au début. Ainsi, si on parle de notre planète Terre, on mettra une majuscule. Si on parle d'une Terre argileuse, là, on mettra une minuscule, bien sûr. Allez, continuons les caractéristiques. La Terre, elle met 365 jours, un quart, pour effectuer sa révolution autour du Soleil. Et puis la dernière caractéristique, c'est que la trajectoire suivie par la Terre autour du Soleil est une ellipse quasi circulaire. Juste une petite précision sur ce terme d'ellipse quasi circulaire. Vous voyez un cercle à gauche, vous voyez une ellipse à droite, qui est finalement un cercle à deux centres. Eh bien, une ellipse quasi circulaire, eh bien, c'est une ellipse, mais qui est très très proche d'un cercle. Alors le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ça n'a pas toujours au cours des siècles été une vérité scientifique communément admise. Au cours de l'élaboration de ce savoir scientifique, au cours des siècles, il y a eu de violentes et de très célèbres controverses scientifiques. On fait un petit point historique depuis Aristote et Ptolémée jusqu'à Copernic et Galilée. D'un côté, il y a la conception géocentrique. Cette conception, elle est communément admise comme un savoir scientifique depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à ce qu'arrive enfin Copernic. On la doit à Aristote, mais aussi à Ptolémée qui a essayé de conforter ce modèle-là en essayant d'expliquer les mouvements de rétrogradation de Mars. Cette conception, elle nous dit que la Terre, elle est au centre de l'univers et c'est le Soleil et toutes les autres planètes qui tournent autour. De l'autre côté, on a la conception héliocentrique, hélio comme soleil, et bien dans cette conception, c'est le soleil qui est une étoile fixe, qui est au centre, et ce sont les planètes, dont la planète Terre, qui tourne autour. On doit cette conception à Nicolas Copernic en 1543, et on parle de révolution copernicienne. Cette conception héliocentrique, elle est rentrée en violente opposition, notamment au XVIIe siècle, avec l'Église catholique qui a ensuite censuré les écrits de Copernic à ce sujet. Alors il faut dire que Copernic n'en a jamais payé les conséquences. En revanche, un de ses successeurs, Galilée, lui, a payé le prix fort puisqu'il fut condamné en défendant les thèses de Copernic pour hérésie par l'Église catholique. La dernière chose qu'il vous faut savoir faire sur cette partie sur le mouvement de la Terre est de justifier la conception héliocentrique à partir de documents scientifiques. Comme par exemple sur ce document qui présente les rotations de la Terre au cours des mois et de la planète Mars autour du Soleil. Vous vous rappelez comment on a fait ?
Bon, on a utilisé le logiciel GeoGebra, mais c'est possible de faire exactement la même chose en utilisant juste une feuille de papier calque. Il suffit de placer la Terre au centre de notre papier calque. Pourquoi? Parce que la Terre est notre référentiel propre d'observation. Et ensuite, il suffit de pointer mois par mois la position de la planète Mars. Ici, on a fait ça pour le mois de janvier, mois numéro 1. Ensuite, on déplace la feuille calque au mois numéro 2, mois de février, toujours en gardant la Terre au centre de notre papier calque, qui est notre référentiel d'observation. Et puis, je pointe la position de Mars au mois numéro 2. En faisant cela mois par mois pendant 2 ans, on s'aperçoit bien que la trajectoire de Mars observée depuis la Terre présente bien un mouvement de rétrogradation, ce qui conforte l'idée du référentiel héliocentrique. Allez, passons maintenant à la seconde partie sur le mouvement de la Lune. Et la première chose est de savoir expliquer les caractéristiques du mouvement de la Lune autour du Soleil et notamment de l'apparition de ses phases. Bon, on l'a déjà dit, mais on le redit, vous le savez en plus depuis l'école primaire, la Lune tourne autour de la Terre. Mais en tournant autour de la Terre, la Lune va nous montrer un visage bien différent au cours des jours. C'est ce qu'on appelle les phases de la Lune. Alors une petite précision, le nom des phases n'est pas à votre programme, vous n'avez pas à les connaître par cœur. Mais même si on n'a pas à les connaître par cœur, on peut quand même commenter ces noms. La nouvelle lune, c'est celle qu'on ne voit pas dans le ciel. La pleine lune, en revanche, c'est celle qui brille totalement. La pleine lune et ses mythes et mystères comme le loup-garou, les cheveux qui poussent plus vite. Bon, ça, on est d'accord, c'est pas au sujet de l'enseignement scientifique. Ensuite, quand il y a seulement une petite partie brillante observée sur la Lune, c'est ce qu'on appelle un croissant. On aura le premier croissant et le dernier croissant. Au fait, vous savez comment on les retient? Le premier croissant dessine un P, le dernier croissant dessine un D. Attention, ceci est vrai uniquement dans l'hémisphère nord, puisque dans l'hémisphère sud, c'est exactement le contraire. Ensuite, quand la Lune présente une parfaite moitié sombre, une parfaite moitié brillante, ce sera un premier quartier ou un dernier quartier. Là encore, on dessine la lettre P ou la lettre D pour savoir quel est le premier ou le dernier. Et pour terminer sur le nom des phases de la Lune, qui, je vous le rappelle, n'est pas à connaître par cœur, qui n'est pas au programme, il y a les gibbeuses. Et une gibbeuse, c'est l'exact contraire d'un croissant. Une gibbeuse, c'est la majeure partie qui est brillante et simplement une petite frange qui est sombre. Alors, si l'on présente les phases de la Lune sur un calendrier, on obtient ce que l'on appelle un calendrier lunaire et ça va nous permettre de définir ce qu'est une lunaison qui est quelque part une période lunaire vue de la Terre, c'est-à-dire la durée pour laquelle la Lune va présenter les deux mêmes phases. Partons d'une pleine lune. Cette année-là, c'était le 21 janvier, c'est notre jour 0. Ici, on est au bout de 1 jour. Et on retrouve une pleine lune le 19 février, soit exactement 29 jours après. Alors ce n'est pas exactement 29 jours, mais on retiendra qu'une lunaison dure environ 29 jours. Allez, allons un petit peu plus loin sur cette fameuse lunaison. Ici, la Lune est en position de pleine lune. Au bout d'environ 29 jours, la Lune se retrouvera encore une fois en position de pleine lune. Sauf qu'au bout de 29 jours, la Terre aura avancé sur sa trajectoire autour du Soleil. Ainsi, au bout de 29 jours, la Lune se retrouve encore en position de pleine lune, mais elle a effectué, comme on le voit sur ce schéma, un peu plus qu'une révolution. Parce que pour que la Lune fasse 360 degrés autour de la Terre, il faut qu'elle soit dans cette position-là. Ainsi, on dira qu'une révolution totale de la Lune autour de la Terre dure environ 27 jours. Allez, comme on l'a vu avec le logiciel Stellarium et nos petites simulations, nos petites observations du ciel vues de Castelnaudary, on s'est aperçu que la Lune, elle nous présente toujours la même face. Alors juste une petite précision en termes de vocabulaire, ne confondez pas la face apparente de la Lune et la face cachée de la Lune avec les phases de la Lune.
Premier croissant, dernier croissant, premier quartier, etc. Eh bien ça doit nous amener à conclure que en même temps que la Lune tourne autour de la Terre, elle tourne sur elle-même en un même temps, soit environ 27 jours. Allez, on fait le point maintenant sur ce qu'il faut retenir. La Lune, elle tourne autour de la Terre en environ 27 jours. Sa trajectoire, elle est quasi circulaire. C'est une ellipse quasi circulaire. En un même temps, elle tourne sur elle-même, soit environ en 27 jours, ce qui fait qu'elle nous présente toujours la même face. Au cours de sa rotation autour de la Terre, eh bien, son apparence va changer entre une nouvelle lune, un premier croissant, un premier quartier, etc. Ça, ce sont les phases de la Lune. Et une lunaison dure environ 29 jours. On rappelle qu'une lunaison, c'est une période entre deux pleines lunes. Allez, la dernière partie qui nous reste à traiter, c'est de savoir expliquer l'aspect de la Lune, c'est-à-dire ses phases dans le ciel terrestre, par rapport à sa position, par rapport au Soleil et à la Terre. Allez, faisons quelques petits schémas pour expliquer tout ça. On présente à gauche le Soleil, au centre la Terre et la Lune qui tourne autour de la Terre. Rappelons que ce qui éclaire la Lune et la Terre, c'est le Soleil. Ainsi, à l'opposé du Soleil, il y a une face de la Lune qui est dans l'ombre portée de la Lune. De l'autre côté, pour la Lune, la face qui fait face au Soleil est éclairée par le Soleil, c'est celle que l'on voit brillante. Et cela, c'est vrai que la Lune soit ici ou là, ou encore là, bref, partout quoi. Sauf que ce que l'on va observer, nous, depuis la Terre, eh bien, va être bien différent suivant les positions de la Lune. Par exemple, si la Lune est ici, on observera depuis la Terre une large partie sombre à droite et un mince croissant lumineux à gauche. C'est donc, eh bien oui, un dernier croissant. Allez, refaisons le même exercice quand, par exemple, la Lune se trouve ici. Vue de la Terre, on observe une grande partie lumineuse sur la droite, un petit croissant sombre sur la gauche. Si on le dessine, vu de la Terre, voilà ce que cela donne. C'est donc... Et oui, gagné, c'est bien une gibbeuse croissante. Allez, je crois que c'est bon, vous êtes fin prêt pour l'évaluation.